Sachez que des assassinats ciblés, des pillages, viols, recrutements forcés et exécutions sommaires dans les zones d'occupation rwandaise sont documentés par le ministère de l'Intérieur. C'est ce qui ressort de ce communiqué officiel rendu par Gaëtan Magalane. Communiqué officiel, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23 AFC continuent de poser des actes d'atteinte à l'intégrité de notre territoire national, des assassinats ciblés, de pillages, de viols, de recrutement forcé de jeunes dans le zone sous leur occupation dont le fait le plus saillant sont le suivant. En date du 10 au 14 mars 2025, dans le zone sous occupation, il a été enregistré 62 cas d'assassinats ciblés et exécutions sommaires, 17 cas de viol et plusieurs cas de pillage perpétrés par l'armée rwandaise et ses supplétifs 1-23 AFC. En date du 10 mars 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23 AFC ont fait une incursion pour la deuxième fois à l'hôpital CBCA Ndosho en enlevant une centaine de malades et gardes-malades, dont parmi eux le militaire et policier qu'ils ont sommairement exécuté. Décès le 13 mars 2025 de M. Fikiri Mushuko Antoine, chef de groupement Mopfuni Matanda, chefferie de Baoundé, enlevé à l'hôpital CBC Ndosho le 3 mars 2025 et torturé par le militaire rwandais durant 7 jours. À cela s'ajoute le renforcement de militaires de la force spéciale rwandaise sur les axes Walikale et Masisi, au nord Kivu et dans le haut plateau de Minembwe, au sud Kivu, où il a été signalé en date du 9 mars 2025 l'atterrissage de l'hélicoptère affrété par le comité international de la Croix-Rouge à l'aérodrome de Kiziba pour récupérer le militaire rwandais blessé lors des affrontements contre les forces loyalistes. Ces faits qui constituent une violation flagrante des instruments internationaux ratifiés par la RDC ainsi que de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continue de documenter ces crimes commandités par le gouvernement rwandais et qui nécessitent une prise en charge conséquente afin que justice soit rendue en faveur de victimes. Fuite à Kinshasa le 15 mars 2025. Jacques Chabani, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Je le disais en début du journal, le Front populaire a atteint Bandundu. Démarrant ce journal par cette audience, le chef de l'État a reçu hier en début de soirée une forte délégation de la société civile française. Plusieurs sujets étaient au cœur de leurs échanges, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les échanges ont duré plus de 3 heures en signe de l'importance que le président accorde au sujet abordé. Représentant la société civile française dans toute sa diversité, à la fois le monde économique, associatif, artistique et culturel, ainsi que des anciens membres du gouvernement français, cette délégation, venue pour 48 heures en République démocratique du Congo, avait un objectif, celui de s'imprégner à la source de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC pour permettre une forte mobilisation afin de contenir l'ensemble des conflits qui, depuis 30 ans, meurtrissent le peuple congolais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une bataille de narratifs. On est très mobilisé en Europe sur l'Ukraine. C'est ce qui se passe au Kivu, ça fait 3 décennies. La mobilisation n'est pas tout à fait la même. Elle passe d'abord par le fait de pouvoir venir ici en République démocratique du Congo, de pouvoir dialoguer avec ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans ces conflits, de façon à pouvoir ensuite témoigner et que ce déplacement ne soit pas simplement un déplacement ponctuel, mais le début d'une initiative de mobilisation, de pression, de témoignage public dans les médias, dans le débat public, du soutien de la société civile française aux côtés de la société civile congolaise. Très ouvert à leur initiative, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a retracé l'historique de ce conflit qui a duré plus de 3 décennies. Parce que c'est un conflit qui n'a pas 3 ans, c'est un conflit qui a 30 ans. Et donc, pour pouvoir le comprendre, il faut pouvoir reprendre ses racines historiques. Nous avons trouvé un président qui comprend parfaitement quels sont les enjeux. Nous avons trouvé un président très à l'écoute et nous avons surtout, je pense, partager le fait que, au-delà des régimes, au-delà des problématiques politiques, il y a aussi une source de résolution de ces conflits dans l'amitié qu'il peut y avoir entre les peuples et le souci des peuples de trouver à la fois la paix et à la fois une paix durable dans cette région de la République démocratique du Congo. Le retour de la paix dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, tel est le vœu du premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne lésine sur aucun moyen pour atteindre cet objectif ultime. Dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, c'était vraiment un carton plein aujourd'hui pour la première ministre Judith Suminwa qui a invité les jeunes à s'enrôler volontairement. Un reportage de Chimène Tondo. À l'aéroport de Bandundu-Ville, une foule en liesse s'est rassemblée ce dimanche pour accueillir la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Aux environs de 12 heures, la première ministre a reçu les honneurs militaires dignes de son rang, en présence du gouverneur de Kwilu, Félicien Kiwai, des députés nationaux et provinciaux, des conseillers communaux, des autorités coutumières et de plusieurs notables de cette partie du pays. Judith Suminwa Tuluka vient d'entamer sa tournée dans la province du Kwilu, dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, pour défendre la patrie après sa mission dans le Congo central.
Dès son arrivée, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris la direction de la place Onatra en vue de s'adresser à la population du Kwilu. Devant une foule immense des habitants, la chef de l'exécutif central a sensibilisé sur la défense de la patrie avant d'inviter la population à la vigilance. Le gouvernement sur base d'un meeting de la président Tolobi Boy. On a surtout babengi militaire. On a surtout babengi policier à partir du mois de mars. Solde est multiplié par 2. Les Nicapopères vont donner un anneau. Bah, on va y dire que pendant la semaine, les Camerounais batika. Ah, bah, ça t'est, hein? Alors, vous avez la paix, c'est non merci. Parce que les Camerounais, ils ont cotisé à désordre dans le Boka. Tandis qu'à distraction, il faut tout ça, les Boka, parce que nous avons le développement, il y a un Boka Nabiso. Développement, il y a la province, nous avons tout. Qui nous paie, les provinces, les provinces, nous avons tout. Qui nous paie, il faut se développer. La première ministre a également invité le jeune majeur désireux de servir sous le drapeau d'intégrer l'armée ou la police. Jeune homme a moni lelo. Quand on a ma casse, on a une côte en armée, à côté en armée. Jeune homme a lobby que, on a ma casse, à côté de la police, à ça la formation. À côté de la police. Pour te linguer lelo, armée est à la disciplinée, police est à la disciplinée, bilan surtout là, bon, quota, toko kako, sungabino na ndenge koki na ba formation. Et puis, pour que nous protéger l'intégrité territoriale de Boka. Après ces grands rassemblements, la première ministre recevra les différentes délégations de la société civile de la province. Et le ministre des Finances, lui, est à Kisangani, dans la province de la Chopo, toujours dans le cadre du Front populaire. Sur place, Doudou Fouamba a sensibilisé les jeunes à intégrer les forces armées de la République. Ibrahim Chako et Sylvie Moïbo. C'est un message de paix et de la mobilisation autour des forces armées de la République démocratique du Congo et de son commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que le ministre des Finances est venu apporter aux siens ici à Kisangani Boyoma Singamwambi. Après l'accueil plus que chaleureux lui réservé à Bangoka dans la province de la Chopo, Doudou Fouamba Likunde Liboutaï s'est adressé à la foule réunie à la place de la Poste où il a exhorté le jeune à servir la nation sous le drapeau en ces temps où le pays fait face à une guerre injuste lui imposée par le Rwanda et ses complices. Soyons tous mobilisés pour soutenir le chef de l'État en ce moment où notre pays fait face à la guerre. Nous voulons la paix. 10 millions de morts, ça suffit. Et il faut toquer les rabbis sur Soyons tous unis derrière le chef de l'État pour défendre l'intégrité de notre pays. L'Argentine nationale s'est engagée à accompagner les jeunes qui ont accepté de rejoindre le rang de l'armée et c'est pour des formalités à la 31e région militaire. Kisangani était havre de paix et nous ne voulons plus de guerre. Ici a insisté le ministre des Finances pour qui les réalisations du chef de l'État dans la Grande Orientale sont palpables surtout en matière d'infrastructure. Partage hier d'expériences entre membres de l'association des anciens stagiaires de la JICA et élèves de l'Itinjili sur la gestion des déchets. Objectif, impliquer les élèves à l'assainissement de leur environnement immédiat, nous dit Anastasie Dumbo et Papimbongo. C'est ici que l'on déversait tous les déchets produits à l'Itinjili, mais ça ne sera plus le cas depuis ce samedi 15 mars, consacré à une journée pédagogique sur la gestion des déchets. La SUJICA, association des anciens stagiaires de la JICA, a tenu à appliquer les leçons apprises au Japon sur la gestion des déchets. Cette action est la 12e de la série après le lancement de ce projet en 2023. Une délégation de la SUJICA est venue faire le suivi et évaluation de l'appropriation des connaissances acquises et des conditions dans lesquelles les élèves gèrent les déchets. Un constat qui se dégage après une visite guidée dans des ateliers, des matériels didactiques sont vétustes. Le défi est très grand, l'école a vraiment besoin de matériel, a besoin d'appui. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons lancé un appel à tous les membres de la SJK parce qu'ils sont très nombreux de pouvoir mettre encore la main dans la bouche afin de pouvoir assister à l'Itinjili. Nous avons aussi fait cette demande à la JK de pouvoir aider cette école qui garantit l'avenir de nos enfants. Un exposé sur les transits et des décharges a été présenté par un groupe d'élèves, une façon pour eux d'impliquer les autres à la conservation des déchets qui parfois est une richesse. Nous devons garder nos environnements propres, que ce soit à l'école, à nos maisons. Ça m'a aidé à ne pas les négliger, à le mettre toujours dans un endroit propre et bien disposé, afin qu'à chaque fois je me sens que ces déchets, ça me produit aussi quelque chose. À cette occasion, la SUJICA a remis symboliquement quelques poubelles et brosses pour une bonne gestion des déchets. Les représentants résidents de la JICA saluent l'initiative et promet son appui pour la pérennisation de la SUJICA. L'IGF veille au grain pour l'exécution du contrat Sicomine gouvernement dans son volet infrastructure. C'est dans ce cadre que l'inspecteur général chef de service Jules Anglingete a visité hier les travaux de la rocade de Kinshasa. Il était accompagné du DG de la CGT. C'est un reportage de Cédric Enina.
Sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le contrat SICOMINE gouvernement de la République a été révisité. L'inspection générale des finances a été ce levier essentiel pour actionner ces mécanismes. D'1,5 milliard de dollars américains à près de 8 milliards de dollars américains, rien que dans le domaine des infrastructures routières. La route circulaire de Kinshasa en est une parfaite illustration. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, a inspecté ces travaux, question de lier l'investissement de l'État à la réalité sur le terrain. Le constat est positif. Ce que nous venons de voir aujourd'hui, nous devons sincèrement féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir matérialisé sa volonté, sa détermination à révisiter les contrats SICOMINE pour donner à la RDC les meilleurs bénéfices. Ces travaux sont placés sous le contrôle des BTC et la surveillance des travaux est confiée à la CGT ainsi qu'à l'OVD. Nous en profitons, monsieur le DG, pour vraiment vous féliciter. Ce que nous venons de voir, c'est une fierté. La rocade passe par la RN1 au quartier Benseke et se prolonge vers le boulevard Lumumba, entre Njoku. À cette étape, les travaux consistent à l'excavation, la maçonnerie des fossés, la protection des pentes, tous constitués des revêtements en béton bitumineux. Là-bas, les chantiers routiers avancent positivement. C'est un constat de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui a fait la ronde de quelques ouvrages en exécution dans la commune de Manika. Suivez. Une journée sans repos pour la gouverneure du Lualaba. Marie-Thérèse Masuka Saini l'a consacrée à l'inspection des chantiers infrastructurels initiés par son gouvernement. Elle a commencé par l'avenue GPM dans la commune Manika où la couche d'enrobé était déjà posée quelques heures avant. Il s'agit d'un projet de 2 km pour cette partie de la principale ville du Lualaba. L'objectif étant de décongestionner la route nationale numéro 39. Les tranchées seront également aménagées de part et d'autre de la chaussée pour la protéger contre les eaux de pluie. La chef de l'exécutif provincial s'est ensuite rendue sur le chantier du boulevard Lumumba. La première partie de cet axe de la route nationale numéro 39 est également en cours de revêtement avec la couche de roulement. Cet ouvrage s'étendra sur plus d'1 kilomètre avec une longueur de 300 mètres, une largeur de 8 mètres et une épaisseur de 4,8 cm. La gouverneure Masuka a félicité l'entreprise et les ouvriers à pied d'œuvre, les incitant à continuer à améliorer la qualité. Les voies de canalisation d'eau sont construites simultanément avec la chaussée. Je suis venu me rendre compte de l'évolution des travaux aujourd'hui. Nous continuons à leur demander d'améliorer. Ça, c'est la même route qu'on peut trouver en Afrique du Sud. La première partie du boulevard Lumumba sera ouverte aux usagers dans les tout prochains jours. En outre, la chef de l'exécutif provincial a profité de ces moments pour sensibiliser encore la jeunesse lualabaise à rejoindre les rangs des forces armées de la République. Et en semaine, le chef de l'État a pris part au sommet extraordinaire de la SADC qui a planché notamment sur la mission militaire de la SADC en République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi a également reçu l'envoyé spécial du Conseil de sécurité des Nations Unies. La semaine du président avec Pierre Kibambé, Somoïsa. Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac, a été reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était en tournée dans quelques pays de la région avant la tenue à New York aux États-Unis d'Amérique d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies exclusivement consacrée à la situation des crises sécuritaires en République démocratique du Congo. Selon le haut fonctionnaire de l'ONU, cette réunion va plancher notamment sur l'application de la résolution 2773 et la recherche d'une solution globale durable pour assurer la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac. Wang Xia a dit avoir réitéré au chef de l'État la volonté forte des Nations Unies d'accompagner et d'appuyer les pays de la région dans tous les efforts de paix et de sécurité. Le Royaume de Belgique n'est pas en marge des efforts diplomatiques menés en vue du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Après la visite à Kinshasa de l'envoyé spécial des Nations Unies pour les Grands Lacs, c'était au tour de l'envoyé spécial de la Belgique pour la région, Mark Pexten, d'être reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont tourné essentiellement autour de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et des voies et moyens d'y rétablir la paix durable. Le diplomate belge a indiqué que son pays, qui est respectueux de l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, continue à maintenir la pression et à sensibiliser ses partenaires, notamment de l'Europe au sein de l'Union européenne, en faveur du processus de paix en RDC. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe le jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ces sommets avec tous ses pairs chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe. Dans les communiqués finaux lus par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a annoncé la fin du mandat de la mission militaire de la SADC en RDC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Les dirigeants de l'Afrique australe ont
tous renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation de pays contributeurs des troupes à la SAMI DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale, a souligné le chef de l'État. Le vendredi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 35e réunion ordinaire du Conseil des ministres. L'exposé sur la situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire au pays, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, les mesures prises pour contrer l'exportation illégale des minéraux du Nord Kivu et du Sud Kivu par le Rwanda et ses supplétifs du M23 figuraient parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la 35e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Autre fait marquant de l'actualité de la semaine qui s'achève, quelques officiers militaires et de la police nationale sont jugés pour abandon des munitions. Et puis en santé, l'OMS a fait un don des matériels roulants pour l'amélioration de la couverture vaccinale. Et puis la RDC s'est dotée de son tout premier navire militaire haute mer. Ce sont là quelques sujets et tant d'autres encore qui ont retenu Mami Kadima qui a rédigé la semaine en 5 minutes. Au cours de la semaine qui s'achève, la République démocratique du Congo a inauguré son premier navire patrouilleur haute mer baptisé Alternance Pacifique 24 janvier 2019. La cérémonie s'est déroulée au port de Boma dans le Congo central. 5 généraux de l'armée et de la police jugés à la haute cour militaire à Kinshasa pour abandon des postes d'armes, des munitions et des matériels militaires. Ces officiers sont aussi accusés d'avoir lâché les troupes sous leur commandement à Goma et Bukavu. Cependant, 114 Koulouna sont tombés dans les filets de la police du Congo central. C'est le résultat des bouclages menés dans le cadre de l'opération Dobo à Songololo, Sekebanza, Matadi et Boma. Ces présumés Koulouna ont été présentés au vice-premier ministre, au ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, au commissariat des Matadi. Toujours dans les Congo central, l'heure était à la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Une campagne lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Objectif, renforcer la gouvernance sécuritaire à partir de la base. Entre-temps, Alexis Guizaro a fermement rejeté les prétextes avancés par le Rwanda pour justifier une éventuelle invasion de la RDC sous l'idée de protéger les Banyamulenge. C'est notable d'ouvrir à la souligner lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre des Médias. Au chapitre de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a remis 79 moteurs hors bord, 2 canons rapides, 14 motos et plusieurs accessoires à la RDC pour rapprocher la population riveraine de services essentiels de vaccination et de santé. Toujours en rapport avec la situation dans l'Est du pays, journalistes en danger, l'UNPC, avec l'appui du ministre de la Communication, ont organisé un forum national sur l'engagement des médias pour la paix, la sécurité et la cohésion nationale. Une initiative en réponse à la guerre d'agression dans l'Est du pays. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, les taxis fluviaux bientôt opérationnels afin de résoudre les problèmes. En semaine, le gouverneur de la ville a effectué une randonnée sur le fleuve Congo pour se faire une idée sur les conditions du trafic fluvial et aussi la faisabilité du lancement de ces projets. Journée internationale des droits des femmes, poursuite de la campagne Moissi congolaise par des activités de sensibilisation et la vente des pannes du mois de la femme. Une façon pour le groupe Salure de soutenir le FARDC. Chaque panne vendue apporte $1 au FARDC. Et pour terminer cette rétrospective, encore un cas d'effondrement d'un immeuble à 8 étages dans la commune de Mongafula, précisément dans les quartiers CPA. Bilan, pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. En début du journal, nous allons voyager pour Bunia, dans la province de l'Ituri, autour d'une boisson locale. Mandro, c'est le nom de la boisson, symbole de solidarité et de cohabitation pacifique entre les communautés locales, fait le bonheur de ses consommateurs. C'est un reportage de nos confrères de Ituri. Mandro, l'une des boissons locales le plus prises en Ituri, symbole de la solidarité et du vivre ensemble. À Bunia, chef-lieu de l'Ituri, ce breuvage réunit de membres de différentes communautés qui les partagent sans clivage ni discrimination. Comment produit-on cette boisson qui fait partie du quotidien d'un bon nombre de fils et filles de l'Ituri, de productrices et vendeuses? Explique. Nous malaxons avec l'eau chaude comme la pâte de maïs. Une fois terminé, nous l'exposons dans un endroit pour les refroidir. Après, nous les mélangeons avec de l'eau, suivi des sorgho et millet. C'est pour renforcer le corps. Après 2 jours, nous les vendons comme c'est prêt pour la consommation. Pour le consommateur, le mandro est bon pour leur santé et fait également office des repas. Ici, notre bière ici local, je l'apprécie beaucoup parce que
ça aide beaucoup. On l'appelle mandro. L'unique calebasse remplie de mandro fait le tour entre 2 ou plusieurs personnes, renforçant ainsi la cohésion sociale et l'amour entre ces preneurs ici de différentes communautés. Une scène paraissant drôle mais pleine de leçons pour certains fils et filles de l'Ituri qui veulent opposer les communautés les unes contre les autres. Et puis l'apport des points focaux genre dans les ministères et autres structures n'est plus à démontrer. Ils sont gardiens du respect de l'égalité des chances et de représentativité de la femme. Leur rôle est décrit ici dans ce grand reportage de Joséphine Liondre. Aux instruments juridiques en faveur des droits de la femme, il faut y ajouter l'apport de points focaux au sein des structures et des différents ministères. Près d'une dizaine d'années, ces spécialistes en question genre veillent sur le respect d'égalité des chances et la représentativité de femmes selon les prescrits de la loi en vigueur. En ces jours, les avis diffèrent concernant l'apport de ces points focaux. En fait, le grand service, c'est de rappeler d'abord l'importance d'intégrer la femme dans certains services et puis de faire entendre la valeur humaine et de donner cette chance d'accès aux femmes comme aux hommes. Pour preuve, moi-même, je te recrutais au ministère de l'Intérieur sur base de cette égalité-là. Ces dernières années, on ne le sent plus. On n'a plus des informations du ministère et puis on ne se réunit plus avec les autres comme c'était des années passées. Puisque nous sommes délaissés. Regardez cette activité qui vient de se passer. C'est pour l'intérêt de la nation, d'autres structures de société civile. Au ministère des Affaires étrangères, le quota de 30% pour le poste de commandement est appliqué. C'est grâce au travail de ces points focaux. Oui, le combat a déjà donné des fruits. Dans les cas d'espèce de mon administration, nous avons milité pour rappeler à nos autorités de la condition de la femme dans notre administration et ce combat a donné le fruit. Aujourd'hui, il y a vraiment une représentativité remarquable de femmes. Nous allons dire 30% de femmes aujourd'hui occupent des postes de décision dans notre administration. Les femmes sont appelées à briser les silences afin de faciliter l'accompagnement de ces spécialistes mis à leur disposition. Il y a de difficultés que nous rencontrons, nous en tant que point focal, de certaines concernées. C'est mieux quand le concerné dénonce et cela nous donne la force de s'engager dans ces combats. Mais tant que le concerné ne dénonce pas, et cela rend la tâche très difficile. Les femmes et les points focaux doivent collaborer pour un meilleur résultat dans un bref délai. Question de lutter contre les inégalités basées sur le genre. On reste dans ce domaine, combat pour les droits de la femme. On note quelques avancées significatives. Néanmoins, l'article 14 de la Constitution de la République n'est pas totalement effectif dans son applicabilité. Constat dans ce dossier de Chantal Okoloba et Eurydice Kitutu. En République démocratique du Congo, d'une part, la Constitution consacre la parité homme-femme en son article 14. D'autre part, la loi électorale de 2022 encourage la participation des femmes par la suppression des frais de dépôt des candidatures si une femme était en tête de liste. Des avancées obtenues grâce au lobbying et plaidoyer des organisations féminines. Je pense qu'il y a un petit progrès. Parce que quand j'ai commencé à militer pour la représentation des femmes aux instances de prise de décision, nous, on a axé notre combat sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'était le niveau axe juridique, parce que nous avons considéré que le combat pour le droit des femmes n'était pas un cadeau ni une faveur qu'on demandait aux hommes, mais que c'était une question de droit, de justice et d'équité. Et on s'est donc battu pour avoir un cadre juridique. Aux postes électifs comme le Parlement ou aux postes de nomination comme le gouvernement ou les entreprises et autres structures publiques, les 50-50 n'ont jamais été une réalité. Les chiffres en disent long. 10,3% à l'Assemblée nationale, 20% au Sénat, 10 à 30% dans le gouvernement provincial et 31% au gouvernement central avec une femme comme première ministre. Une victoire pour le combat de la femme. Moi, je félicite les femmes politiques congolaises. On a eu la chance d'avoir un président qui encourage les femmes. On avait d'abord le président, le maréchal Mobutu, qui a tout fait pour pousser la femme. Quand il a commencé à le faire, on disait, mais Mobutu a zana liboma. A bendu kopesa kasi ma poste féminine boy. Moi, c'est à cause de la bourgmestre. Moi, c'est à cause de la gouverneure. C'est là qu'on est comme ça les boy. Mais il a persisté dans cette idée. Toutes les femmes qu'il avait honorées n'ont pas démérité de la nation. Et cette idée, on a continué jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des grandes dames au gouvernement. Toutefois, les efforts. Mais je prends l'exemple des deux qui m'ont beaucoup impressionné. C'est la dame qui est aux affaires étrangères et notre premier ministre. Et regardez comment ces femmes se battent. Elles osent parler, mais en utilisant les arguments valables. Et je félicite surtout les présidents Fachi qui les avaient nommés à ces postes. Dans ce combat, la femme congolaise est appelée à relever le défi lié à certaines contraintes socio-culturelles. C'est un combat contre les mentalités, contre les traditions, contre les coutumes rétrogrades. Je trouve qu'il y a une évolution par rapport en 1996, quand on a commencé ce combat, il n'y avait pas de cadre juridique. Aujourd'hui, nous avons un cadre juridique. 53%, c'est le nombre de la population féminine congolaise. Chaque femme a une pierre à apporter à l'édifice pour le développement du pays. Le taux de participation des femmes est rare certes en politique, mais dans d'autres secteurs d'activité, elles tiennent les rênes. Entre-temps, leur voix continue à crier dans la lutte pour les droits des femmes.
Elle s'investit pour faire entendre la voix de la personne vivant avec handicap. Et dans le contexte de guerre d'agression, elle souligne la précarité de la guerre qui fabrique des personnes vivant avec handicap. La ministre Irène Esambo Diatta est la femme du jour. Dans cette occupation rwandaise et ses supplétifs M23, les personnes vivant avec handicap sont davantage vulnérables et les femmes, beaucoup plus. La guerre en crée encore plus civils comme militaires. La ministre des Personnes vivant avec handicap, Irène Esambo Diatta, décrit leur situation. Il y a lieu de retenir aussi que cette guerre elle-même, elle est une machine à fabrication de personnes avec handicap. Il suffit seulement de regarder au niveau de l'armée, tous ceux qui nous viennent là comme blessés de guerre, qui sont devenus carrément des personnes avec handicap. Et ça se compte comme ça il y a en des milliers, des centaines de milliers. Et là, c'est les militaires. Même dans les camps des civils, il y a beaucoup de civils qui sont devenus personnes avec handicap. Mais au-delà du handicap physique, la nature des armes qui ont été utilisées, il y en a qui sont aujourd'hui devenus handicapés, personnes sourdes, à cause de tout ce qu'il y a eu comme bruit qui ont suivi dans l'utilisation de ces armes-là. Irène Esambo est parmi les précurseurs pour la prise en compte des personnes vivant avec handicap dans la plainte à la CPI. Nous avons demandé, quand nous avions rencontré les procureurs, que les personnes avec handicap soient impliquées dans la procédure à toutes les étapes, que ce soit à cette étape d'information, au moment où les enquêtes vont commencer proprement dites. Et il y a aussi l'étape de la justice où on va écouter les parties, etc., jusqu'à la réparation. Et nous avons demandé que lorsqu'on va parler réparation, qu'on tienne compte des 3 étapes, des 3 niveaux plutôt de réparation pour ce qui est des victimes personnes handicapées. Le premier niveau, c'est tenir compte des préjudices subis par les victimes elles-mêmes à cause de ces atrocités auxquelles elles étaient soumises. Et le deuxième niveau, c'est le niveau des familles. Beaucoup de familles qui ont eu des personnes handicapées ont connu beaucoup de difficultés, ont été préjudiciées, et il faudra que la réparation tienne compte des familles. Et le troisième niveau, c'est le niveau de la République démocratique du Congo. Comme je venais de dire, les victimes handicapées sont devenues très nombreuses plutôt, et ça demande à ce que l'État multiplie beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de ressources, et c'est la situation dans laquelle l'agression nous a soumises. Et il faudra qu'on tienne compte de ça et que la République soit dédommagée. Être personne avec handicap, c'est aussi des défis à relever. En tant que ministre aussi, nous avons beaucoup de défis. Il y a par exemple les défis de la pauvreté des personnes avec handicap. Beaucoup de personnes handicapées sont pauvres. Elles ne sont pas employées, elles sont vraiment délaissées. Et nous sommes en train de travailler pour ça. Vous savez que depuis l'année passée, nous avons adopté certaines mesures pour la représentativité des personnes handicapées dans les institutions. Irène Esambo lance un message d'espoir. Nous devons rester tous derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons rester solidaires avec le FRDC et les Wazalendo, parce que ce sont des compatriotes qui se sont engagés pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et nous devons rester debout. Poursuivant ce journal, situation sécuritaire dans l'Est du pays, le consortium pour la paix et le développement renouvelle son appel à la cessation des hostilités. Autre demande, c'est l'ouverture du couloir humanitaire. Suivez plutôt cette déclaration de Marie Nyombo, coordonnatrice nationale. Les consortiums renouvellent l'appel fait le 11 février 2025 pour l'ouverture effective du couloir humanitaire afin d'apporter l'assistance à la population civile pour tenter de répondre aux conséquences de cette situation et à leurs besoins spécifiques. Les consortiums réitèrent la demande du 11 février 2025 à mettre en place au sein de cette initiative de recherche de la paix une cellule pour le suivi de l'agenda femmes et sécurité, comprise principalement dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée en 2000 et ces résolutions ultérieures en vue de trouver les réponses adéquates aux occupations spécifiques des femmes et des enfants qui demeurent les premières victimes des conflits armés. Cette cellule sera constituée et dirigée par les femmes et travaillera en étroite collaboration avec toutes les organisations de défense des droits humains, des femmes, des jeunes, ainsi que les différents réseaux des organisations de défense des droits humains, des femmes et des jeunes. Les consortiums affirment que les femmes, les jeunes et les enfants constituent plus de 70% de la population et aspirent à vivre dans un climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale, gage inéluctable d'un environnement favorable au développement pour leur meilleur avenir en République démocratique du Congo ainsi que dans la région des Grands Lacs.
Et les femmes avocates ont célébré avant-hier la journée des droits de la femme autour du thème femmes avocates, actrices ou spectatrices de droits de la femme. Cette journée a été organisée par la commission genre du barreau de Kinshasa-Gombe. C'était en présence du bâtonnier Jean-Claude Mbaki. Des échanges fructueux entre avocates ont marqué cette journée de réflexion organisée ce vendredi 14 mars 2025 par la commission JAR. Les bâtonniers Jean-Claude Mbaki tient à booster les ambitions des avocates du barreau de Kinshasa. Le barreau, c'est une structure qui est organisée par la loi et qui accorde une attention particulière à l'exercice de la profession par la femme. Cela n'est pas discriminatoire, mais il est prévu dans notre organisation que le barreau s'occupe un peu de la femme. Et comme c'est le mot de la femme, nous avons estimé qu'il était nécessaire que l'avocat puisse avoir, précisément l'avocate puisse avoir une idée précise. Échange d'expérience, il en a été aussi question avec Madame Ernestine Nyoka, vice-ministre du budget honoraire, autre intervenante, Madame Salem, qui a plongé sur le développement personnel. Pour son épanouissement, la femme doit mettre ses compétences en exergue. Femme avocate, actrice ou spectatrice, c'est le thème choisi pour célébrer la journée des droits des femmes. Initiative de la commission JAR, barreau de Kinshasa-Gombe. Vous savez que l'avocate, c'est une femme, c'est une mère, en plus d'être avocate. Donc elle fait face à beaucoup de problèmes et nous avions voulu, à travers cet atelier, cerner ces problèmes et pouvoir proposer les solutions qui conviennent pour que la femme puisse être compétitive sur le marché de la profession d'avocat au même titre que ses confrères de sexe masculin. Les barreaux de Kinshasa-Gombe, c'est 35% d'avocates. Au milieu de leurs confrères, elles sont appelées à une prise de conscience déontologique et lutter contre la précarité afin de s'épanouir. La touche n'a pas de sexe. 3000 personnes, c'est le nombre des candidats enregistrés pour le concours de l'École nationale de criminologie, concours lancé hier par le ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba. La présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a donné du relief au lancement du concours d'admission à l'École nationale de criminologie. Au total, 3480 candidats se sont présentés pour le premier jour de cette épreuve. À ces candidats à l'École nationale de criminologie, les patrons de la justice a décliné l'importance de cette école pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ceci est fait sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Sachez que désormais, cette école est de nouveau ouverte. On n'intégrera plus le corps des inspecteurs judiciaires communs. Tout le monde devra être formé. Aucune recommandation ne va être donnée. Et je vais vous faire savoir que c'est une école qui a été fermée sans raison, jusqu'à ce jour. Ce qui fait que vous allez constater qu'il y a carence d'inspecteurs judiciaires. En ce qui concerne son Excellence, Monsieur le Ministre de la Justice, Constant Moutamba, c'est un courage que nous lui reconnaissons. Plus de 3 décennies après les derniers concours d'admission à cette école nationale de criminologie, cette relance des activités est un acte louable et à applaudir de demain. Et le ministre de la Santé a lancé hier le projet d'appui à la riposte de la Mpox. C'est pour améliorer la détection, la prévention, mais aussi pour améliorer le traitement de cette épidémie. Robert Ndaïchi-Sese. Quelques jours après la réception de matériel roulant et flottant pour la vaccination des enfants dans les zones reculées du pays, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a lancé les projets pour l'appui à la riposte à l'épidémie Mpox, la préparation et la lutte contre les épidémies en République démocratique du Congo, financée par l'Union européenne. Cérémonie qui a réuni des représentants des institutions congolaises, des ambassadeurs, des partenaires internationaux. Dr Samuel Roger Kamba a exprimé sa gratitude envers l'Union européenne pour son soutien financier et technique qui permet d'améliorer les capacités de surveillance, d'accès aux soins et de sensibilisation des communautés locales. Votre soutien financier et technique est crucial pour renforcer notre capacité à répondre efficacement à cette crise sanitaire. Et grâce à ces projets, nous serons en mesure d'améliorer la détection, la prévention et le traitement de Mpox, tout en sensibilisant donc nos communautés aux bonnes pratiques de santé publique. Ce projet vise à améliorer la détection précoce, la prévention et le traitement de la variole, tout en réduisant la stigmatisation liée à la maladie. Je vous invite donc tous à travailler ensemble avec détermination et compassion. Le chemin qui s'ouvre devant nous sera long et semé d'embûches, mais je suis convaincu qu'avec notre engagement collectif, nous pouvons surmonter ce défi. Au nom du président de la République, chef de l'État, et au nom de la première ministre et chef du gouvernement, je déclare donc le démarrage officiel des projets de l'Union européenne à l'appui à la lutte contre le Mpox. Le lancement de ces projets marque une étape importante dans la lutte contre l'épidémie de Mpox en République démocratique du Congo. Et les jeunes de 18 à 25 ans appelés à s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale, appel lancé par l'honorable Guy Mafuta à Chikapa, dans le Kasaï. La guerre d'agression de l'armée rwandaise avec ses supplétifs, les M23, préoccupe tous les Congolais de toutes les provinces du pays soucieux de la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. Voilà pourquoi l'honorable Guy Mafuta, l'élu de Chikapa, est allé dans le chef-lieu de la province du Kasaï
sensibiliser les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée, question de renforcer l'effectif des FARDC qui défendent avec bravoure l'intégrité territoriale. Je voudrais qu'au Kasaï, le jeune de 18 à 25 ans intègre l'armée pour défendre le pays. En présence d'une foule compacte, il a saisi l'opportunité pour rappeler que la devise du pays, c'est de ne jamais trahir le Congo et aussi de promouvoir l'unité et la cohésion nationale. Il a insisté qu'aucun Kassaïen ne peut se laisser manipuler par les étrangers pour trahir son pays. L'honorable Guy Mafuta a aussi invité tous les Kassaïens à soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo durant les 5 ans de son mandat marqué par son programme quinquennal. Parmi les priorités de ce programme, la reconstruction et la réhabilitation de la voirie et des routes des dessertes agricoles de la province du Kasaï. À Chikapa, ce projet est matérialisé par l'honorable Guy Mafuta, ce qui justifie la présence des ingénieurs du ministère des Infrastructures dans sa suite qui auront pour tâche de faire des études de faisabilité de ces différents projets. Parlons de cette prière pour la nation dans le Haut-Katanga. Cette rencontre spirituelle, marquée par des prières et des moments de louange, organisée par la Ligue des femmes de l'Action pour la rupture et le développement ARDF en faveur de la paix à l'est du pays, et pour rendre grâce à Dieu à l'occasion de l'élévation du gouverneur Jacques Kaboula Katoué au présidium de l'Union Sacrée, a rassemblé plusieurs personnalités politiques, notamment le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, qui est aussi autorité de référence de cette formation politique, le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, représenté par l'honorable Eugénie Tchami Boukassa, les élus provinciaux, le membre du gouvernement provincial et plusieurs autres femmes, membres des partis politiques et associations. La présidente de la Ligue des femmes ARDF au Katanga, Daniela Mpandé, a réitéré le soutien sans condition de la Ligue des femmes à son autorité de référence. La ministre provinciale en charge du genre, famille et enfants, Valérienne Mumba Kiboko, a pour sa part salué l'organisation de ces cultes pour une cause philanthropique. Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a de son côté remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa nomination dans le présidium de l'Union Sacrée avant d'appeler toutes les femmes à la culture de la paix et à l'accompagnement des institutions du pays. Chères mamans, soyons derrière nos institutions, que ce soit l'armée ou encore le commandant suprême, pour que notre pays soit en paix, que les enfants étudient en toute quiétude et que nous puissions travailler et que notre société puisse évoluer. Autre fait, c'est que le président de la République m'a choisi, moi Jacques Kaboula Katoué, comme membre du présidium de l'Union Sacrée. Je lui suis très reconnaissant. Il s'ensuivra une exhortation inspirée du livre d'Esther, chapitre 5, versets 1 à 5, et une collecte de fonds et des biens en nature en faveur de vaillants soldats et les Wazalendo, engagés au front à l'est du pays. La journée des droits de la femme a été célébrée aujourd'hui par les mamans Libala Mwinda et les Bilengue Yamwinda de l'archidiocèse de Kinshasa. Thème choisi, la femme et la jeune fille au centre de la paix en République démocratique du Congo. Depuis 5 ans, elles ont pris l'habitude de célébrer de manière particulière la journée internationale des droits de la femme. Venues de plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa, cette année, les jeunes catholiques Bilengue Yamwinda, en collaboration avec la communauté Libala Mwinda, se sont retrouvés ce dimanche au centre culturel et artistique d'Afrique centrale. Au programme, une messe d'action de grâce célébrée par l'abbé pérenne Moussimou. Une conférence, des moments de partage, de méditation et d'action de grâce. Engagée dans la pastorale de ces jeunes, dont elle est l'une des guides, Madame Rose Ndona a animé une conférence sur le thème « La femme et la jeune fille au centre de la paix en République démocratique du Congo ». Une des femmes d'exception du Congo, Madame Rose Ndona a interpellé la jeune fille face aux manipulations et usages abusifs des réseaux sociaux. Tolobi, femme opposée à la manipulation numérique avec les fake news. Fake news et comme arme moko oyo ennemi azo utilisé pour briser l'unité nationale. Drapeau, symbole de la nation, symbole de notre mère patrie. Et bandeau rouge, symbole d'une partie de notre pays où le sang est en train de couler. Et symbole que nous exprimons notre solidarité et l'unité nationale. Jeunes d'aujourd'hui, femmes de demain, les participantes se sont dit édifiées par le message reçu. Je retiens que la femme a un rôle important d'une société équitable et juste, surtout dans la situation que nous traversons actuellement dans notre pays. La journée s'est clôturée sur une note festive marquée par l'adoration chrétienne animée par le frère Mike Kalambay.
Terminons par cette nouvelle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en audience l'envoyé spécial de son homologue américain Donald Trump. Au menu de leur entretien, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était ce dimanche à la Cité de l'Union africaine. Les images dans nos prochaines éditions.